Diaspora FM, le journal. Mercredi 8 septembre, c'est l'heure de la grande édition du journal Parler. Mesdames et messieurs, bonsoir, voici le sommaire. À l'instar de la communauté internationale, le Bénin célèbre ce jour la 56e journée internationale de l'alphabétisation. En prélude à cette commémoration, le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle a délivré un message à la nation. Le gouvernement réagit face à la recrudescence des cas de viol sur mineurs dans la commune d'Abomey-Calavi. Des dispositions sont prises pour arrêter la saignée. Et puis un premier groupe de plusieurs dizaines d'opposants au président guinéen déchu Alpha Condé, détenu à la prison civile de Conakry, a été libéré hier en début de soirée. Voilà l'essentiel à développer dans cette édition. D'autres sujets vont meubler ce journal. À présent, la courte pause. Aristide Séti. Bienvenue à tous et à toutes. De 135 le 31 août, le Bénin passe à 141 décès liés au Covid-19. À la date du 5 septembre, on dénombre 141 décès de la Covid-19 pour un total de 19 106 cas confirmés. 5 209 patients sont encore sous traitement et 13 756 sont déclarés guéris depuis l'avènement du virus au Bénin. Les responsables en charge de la deuxième initiative de riposte socio-économique à la COVID-19 étaient hier en conférence de presse. Il s'agit d'expliquer à l'opinion publique les tenants et aboutissants de cette initiative et surtout les conditions et lieux d'inscription pour en bénéficier. Suivez un extrait de leurs propos au micro de Frédéric Espoir Mambou. L'inscription pour bénéficier de ce soutien ou bénéficier de ce programme a commencé depuis le 26 août dernier et devrait s'achever le 16 septembre 2021. Deux moyens d'inscription ont été mis en place, c'est-à-dire une plateforme électronique pour permettre à ceux qui ont accès à Internet de pouvoir s'inscrire sur le site www.mesurecovid.finance.bj ou les personnes désireuses ou les entreprises désireuses de s'inscrire peuvent aller vers les centres de promotion sociale sur l'ensemble du territoire national. Le gouvernement a retenu dans un premier temps de soutenir les micro, petites entreprises et ensuite les entreprises du secteur informel. Pourquoi? Parce que ces entreprises-là sont réputées être les plus vulnérables. Donc c'est le lieu de demander à toutes les entreprises de s'inscrire parce que personne ne sera oublié. En tout cas, les entreprises qui sont dans ce scope-là, nous leur demandons de s'inscrire. C'est un soutien sur une période de 4 mois et ce sont des montants quand même relativement importants qui vont leur permettre de soulager un tant soit peu leur trésorerie. Mais on a juste besoin d'un facteur de reconnaissance. Donc une entreprise du secteur formel donc qui a son registre de commerce. En plus, on dit d'avoir un IFU, un identifiant fiscal unique. Deuxième condition, il faut être né avant le 1er janvier 2021. Il faut être né avant le 1er janvier 2021. Pourquoi? Parce que la crise a démarré depuis un certain temps et ces entreprises qui sont nées avant le 1er janvier sont les entreprises qui ont souffert beaucoup plus de la crise. Et troisième condition, il faut avoir un dossier complet. Pour les entreprises du secteur informel, il faudrait que ces entreprises-là soit reconnu, pas vis-à-vis du fisc, mais soit d'une fêtière, soit de la préfecture ou alors des chambres de métier. Pourquoi? Parce que, vous savez bien, l'informel, sont des entreprises que nous ne connaissons pas a priori, mais comme il s'agit des ressources publiques, il faudrait quand même que ces entreprises, on puisse les identifier quelque part.
À l'instar de la communauté internationale, le Bénin célèbre aujourd'hui la 56e journée internationale de l'alphabétisation. En prélude à cette commémoration, le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Yves Kouaro-Tchabi, a délivré un message dans lequel il est revenu sur le rôle des éducateurs et des systèmes de gouvernance. Voici un extrait de son message. Il est au micro de Mori Yagwa. Cette journée sera une occasion d'examiner les façons dont l'alphabétisation peut contribuer à bâtir un fondement solide pour l'épanouissement de l'homme en mettant en avant des interactions entre l'alphabétisation et les compétences numériques dont ont besoin les jeunes et les adultes non alphabétisés. Elle va également explorer les facteurs qui permettent de concevoir une alphabétisation fondée sur la technologie et utile afin de ne laisser personne de côté. Aussi, cette journée constituera-t-elle l'occasion de réinventer l'avenir de l'enseignement et des apprentissages dans le domaine de l'alphabétisation, tout en tenant compte du contexte de la pandémie de coronavirus. Pour cela, il sera question de réfléchir et de discuter de la conception des pédagogies liées aux enseignements-apprentissages. Un accent sera également mis sur l'analyse du rôle des éducateurs, des systèmes de gouvernance, ainsi que des mesures efficaces susceptibles de soutenir l'apprentissage, tout en visant l'atteinte des objectifs de l'ODD 4 qui mentionne l'alphabétisation fait partie intégrante de l'éducation et de l'apprentissage tout au long de la vie, fondée sur l'humanisme. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, le gouvernement accorde une attention particulière à l'atténuation de l'impact de la crise de Covid-19 sur l'alphabétisation en encourageant le développement des pédagogies et des méthodes adaptées à la crise actuelle. La mise en place de la plateforme de la bibliothèque numérique en langue nationale, le référentiel de l'alphabétisation à la formation professionnelle en lien avec le numérique, la réalisation des modules performants de formation multimédia, la traduction en langue nationale des modules de formation en électricité en sont des illustrations. Je voudrais saisir cette occasion pour féliciter tous les acteurs à tous les niveaux qui ne cessent de consentir des efforts et sacrifices pour alphabétiser nos compatriotes à travers les langues nationales. C'était à l'instant, Monsieur le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Yves Kouaro-Tchabi. Cette édition se poursuit. Un père de famille interpellé et mis sous mandat de dépôt à Abomey-Calavi. Il est accusé d'avoir violé et enceinté sa fille de 16 ans. Dans la foulée, le petit ami de la fille a été aussi interpellé et déposé hier. Selon les faits rapportés par la présidente de l'ONG FND, la fille a confié que son père a tenu à plusieurs reprises des rapports sexuels avec elle et que la grossesse qu'elle porte est d'ailleurs de lui. Quant au petit ami, il a avoué avoir eu des rapports sexuels avec la fille, mais aurait arrêté depuis qu'il a appris que son futur beau-père couchait avec sa chérie. Les deux sont tous déposés en prison. Sur convocation express de Véronique Toyin-Fordé, ministre des Affaires sociales et de la microfinance, le comité communal de protection de l'enfant d'Abomey-Calavi s'est réuni en session extraordinaire en fin de semaine écoulée. À l'ordre du jour, un seul point.
Que faire pour contrer efficacement la recrudescence des cas de viol sur mineurs dans la commune? Le point de cette séance dans cette édition. Le tableau des cas de viol sur mineurs dans la commune d'Abomey-Calavi est sombre. Une situation qui a amené le ministre des Affaires sociales et de la microfinance à tenir la semaine dernière une session extraordinaire avec les élus locaux. Au début de la séance, la directrice départementale des affaires sociales de l'Atlantique a fait cas des statistiques liées aux violences sexuelles dans la commune. Nadège Aroga Kodo. Du 1er janvier au 30 juillet 2021, il ressort des données produites par le Centre de promotion sociale d'Abomey-Calavi et le service social du tribunal d'Abomey-Calavi, 21 cas de viol sur mineurs âgés de 4 à 15 ans, des filles bien sûr. À ce jour de septembre, nous sommes passés de 21 cas à 26, ce qui veut dire que dans le mois d'août, nous avons enregistré 5 cas en plus. Des statistiques inquiétantes selon la ministre Véronique Toinfodé-Mewanou. Elle appelle les autorités locales à des actions concertées. Je pense que l'heure est quand même un peu grave au vu de tous ces chiffres que nous venons d'entendre. Et malgré les dispositions des différents textes de loi qui existent dans notre pays, qui concernent la lutte contre les violences basées sur le genre, mais aussi le Code de l'enfant en République du Bénin, et malgré également les nombreuses actions qui sont déjà menées dans ce domaine, la protection de l'enfant est toujours menacée par les violences de tout genre. Nous sommes quand même conscients que peut-être que ces chiffres sont même en deçà de la réalité, puisque c'est ce que nous savons, ceux qui ont pu être dénoncés, mais il peut y avoir plus que ça. Et c'est là vraiment une situation qui, à mon avis, est très critique et qui nous interpelle tous et devant laquelle nous ne pouvons rester silencieux. Parce que, comme on le dit souvent, la violence s'épanouit encore plus quand il y a le silence. Cet appel est bien accueilli par l'ensemble des élus locaux et des conseillers communaux. Angelo Évariste Awandinou, maire d'Abomey-Calavi. Je voudrais, en ma qualité de maire, rassurer toutes les autorités ici présentes de la disponibilité des participants à cette assise à rester en phase avec la démarche pédagogique et salutaire du gouvernement pour une enfance heureuse, gage d'une société épanouie et développée. Pour le procureur d'Abomey-Calavi, lui aussi présent à cette rencontre, il s'agit d'une violence récurrente devant laquelle il faudra des actions musclées. Enfin, chaque participant s'est engagé à ne ménager aucun effort pour mener la guerre contre ce fléau dans la commune d'Abomey-Calavi. Les stands de fournitures scolaires pullulent depuis quelques jours au bord des artères et places publiques. À moins de 2 semaines de la rentrée scolaire, quelle est l'affluence au niveau de ces points de vente? Frédéric Espoir Mambou a fait le tour de Cotonou pour le savoir. C'est un calme de cimetière ou presque qui est observé ce mardi au niveau de la majorité des stands de fournitures scolaires. Pourtant, nous sommes à 2 semaines seulement de la rentrée scolaire 2021-2022. Une situation qui désole Mousba Oboussari, vendeur de sacs. Vous êtes arrivé, vous avez vu comment tout est calme. Un calme plat, le calme d'un cimetière. Donc rien ne sort. La douane, tout est devenu excessivement cher. D'où les gens, leur bourse ne leur permet pas de se sacrifier à cela. La crise économique, couplée avec la pandémie de la Covid-19, les vendeurs tournent le pouce. Les quelques rares potentiels clients sont plus intéressés par le prix que par l'achat. Bon, il y a des parents qui viennent demander le prix et ils s'en vont, d'autres demandent, ils achètent. Et c'est pas encore ça. Nous voulons que les parents sortent massivement pour venir acheter les fournitures pour leurs enfants. Je peux dire que pour le moment, ils viennent pour prendre connaissance des prix, d'autres viennent pour s'en procurer en même temps parce que la rentrée, il y a d'autres qui commencent avant. Donc, il y a d'autres qui prennent les fournitures en même temps, d'autres passent pour pouvoir avoir une idée des prix en attendant de revenir. Dans cette situation, Marie-Luc Adanou est venue sacrifier à la tradition. Il pense que c'est un devoir et quelle que soit la situation, il faudra l'assumer. C'est un devoir. Quand c'est un devoir, il faut tout faire pour honorer son devoir.
Les enfants n'ont pas demandé à naître. Donc, quelle que soit la cherté de la vie, il faut tout faire pour satisfaire les enfants. C'est leur droit. Et à Francis Thierry Loco de conseiller aux parents de faire la politique de leurs moyens. Je voudrais que les parents aient de la mesure dans l'achat des fournitures scolaires. Et il faudrait négocier avec les enfants pour qu'ils puissent comprendre que mes parents sont à tel niveau de richesse. Riches ou pauvres, les parents ne doivent donc pas oublier que chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Le Collège ouest-africain des soins infirmiers et obstétricaux, mobilisé autour du thème infirmiers et sages-femmes, piliers de la couverture universelle dans la sous-région ouest africaine. Les travaux ont été officiellement ouverts hier à Cotonou, n'est-ce pas, Espoir Oumamou? Aucune structure sanitaire dans la sous-région ouest-africaine ne peut bien fonctionner sans les infirmiers et les sages-femmes. Ils sont d'ailleurs les plus nombreux parmi les agents de santé. C'est dans cette idée que s'inscrit le thème de cette rencontre. Un thème appelant à la formation pointue et pointilleuse de ces corps pour des soins plus appropriés puisque tout n'est pas rose. Les déviances existent et doivent nous amener à prendre plus conscience au travail parce que nous avons la charge de vie humaine. C'est ce qu'a compris le gouvernement de la République du Bénin pour engager des réformes dans ce domaine et finir avec les pratiques routinières nuisibles à la santé. Le représentant résident de l'OMS dira qu'une réflexion sur l'harmonisation des normes de la qualité de soins pour les communautés africaines s'impose. Au cours de ces assises, je voudrais souligner l'importance d'une analyse approfondie et solide des principaux problèmes auxquels sont confrontées les professions de sages-femmes et d'infirmiers par vous-même, les différents spécialistes et acteurs de terrain que vous êtes, pour une définition des orientations les plus contributives en termes d'accélération des progrès vers l'atteinte des objectifs de développement durable. En lançant les travaux de cette assise, Benjamin Humpati, ministre de la Santé, va profiter de la tribune pour lancer un appel aux agents de la santé. La pandémie de Covid oblige. Je voudrais de cette tribune lancer encore un appel à tous les agents de santé qui sont au front pour que leur premier cri de cœur, qui est de sauver la vie qui leur a été confiée, se manifeste à travers déjà l'adhésion à la vaccination contre la Covid-19 pour se sauver et pour sauver celle des autres. Je vous exhorte au cours de cette Assemblée générale à vous rendre disponibles et réceptifs afin d'actualiser vos connaissances pour une réelle amélioration des soins infirmiers obstétricaux dans notre pays et dans toute la région, la sous-région ouest africaine. L'Assemblée générale biennale réunit des participants venus du Nigeria, du Ghana, du Libéria, de la Gambie, de la Sierra Leone et du Bénin. Ce rendez-vous sera couplé avec la 25e session scientifique et la 40e réunion du Conseil de l'organisation. Merci à vous, Frédéric Espoir Oumambou. Cette édition se poursuit. Des citoyens guinéens résidant à Cotonou sont préoccupés par la situation politique qui prévaut dans leur pays. Ils se sont prononcés sur le coup d'État de dimanche dernier. Ils sont au micro de Clémence Tonoucoin. Ce qui s'est passé en Guinée, vraiment, nous regrettons. Les 5 ans que Alpha Condé avait demandé de plus, les Guinéens n'étaient pas contents. Parce que la Constitution n'a pas parlé de ça, ce qu'ils ont dit. Mais la Guinée, il fallait ça parce que vraiment on a un problème très difficile. 60 ans, on ne peut pas régler ça dans 10 ans. Non. Un militaire qui a fait le coup, c'est un militaire, c'est pas un petit militaire. C'est un militaire de carrière. Il a fait plusieurs pays. Et c'est un intellectuel. Vraiment, ça m'a étonné que lui fasse des choses comme ça en Guinée. Ça ne m'a pas plu, moi. Ça ne m'a pas plu du tout. Vraiment, moi, je ne suis pas content de cette coup d'État parce que l'Afrique a besoin d'institutions fortes. On n'a pas besoin de pagailles. Ça, c'est des pagailles. Ça, c'est de un. Deuxièmement, je ne fais pas confiance à ces militaires-là parce que ce n'est pas la première fois qu'ils prennent des pouvoirs par des coups d'État. Et quand ils prennent des pouvoirs par des coups d'État, après, on voit ce qui va se passer. La Guinée avait perdu 20 et quelques années dans la main des militaires. Ils n'ont rien fait. Aussi encore été déçu du président parce qu'il avait voulu ce troisième mandat à tout prix. Donc vraiment, je suis pessimiste. Maintenant, je suis déçu de tout le monde, tous les politiciens guinéens, vraiment.
Moi, quand même, vraiment, je suis déçu. Je suis déçu des militaires et je suis le président sortant. Aujourd'hui, il y a plusieurs pays en Afrique ici qui devant la Guinée. On a perdu plusieurs amis grâce à ce monsieur Alpha Condé. C'est un grand dictateur. Il y a plusieurs jeunes Guinéens qui ont perdu la vie grâce à lui. On remercie l'armée guinéenne. On les remercie très bien. On prie Dieu qu'Allah nous aide encore dans les années suivantes. Nous, on est trop contents, on est fiers de ça. Puisque le président qui était là-bas, là, il n'est pas bon. Il est venu il nous a fait sortir dans notre pays. Nous tous, on a fui au pays. Donc, le second qui est là actuellement, là, on veut que lui, il n'a qu'à faire différent. Nous aussi, on va rentrer dans notre pays. Ça. Nous, on veut quelqu'un qui est intellectuel, qui va aider le pays, qui va aider les jeunes. Les nouvelles africaines et internationales. Un premier groupe de plusieurs dizaines d'opposants au président guinéen déchu Alpha Condé, détenu à la prison civile de Conakry, a été libéré hier en début de soirée. Parmi eux, Abdoulaye Ba, UFDG, Étienne Soropogui, Valeurs communes, Ismaël Condé, maire adjoint de Matam, Kéamon Bogolan Abba, porte-parole de l'ANAD, alliance d'une cinquantaine de partis politiques qui soutiennent l'opposant Selou Dalen Diallo ou encore Fonike Mangué, sorti, lui, de l'hôpital. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a terminé hier une mission visant à évaluer l'avancée du processus de transition au Mali. Au thème de son séjour, la mission a exprimé sa préoccupation concernant la tenue des élections présidentielles et législatives. Ce double scrutin doit en principe se tenir en février prochain. Il est censé marquer la fin d'une période de transition de 18 mois au Mali, un retour à l'ordre constitutionnel. Mais alors que de nombreuses voix s'élèvent pour émettre des doutes sur la possibilité de tenir ce délai, la mission de la CEDEAO conduite par l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan exprime sa préoccupation. Les gouvernements de la Côte d'Ivoire et des pays ayant accueilli un grand nombre de réfugiés ivoiriens ces 20 dernières années ont signé hier une déclaration dans laquelle ils recommandent officiellement l'invocation de la clause de cessation du statut de réfugié. En clair, ces pays estiment que les causes qui avaient poussé ces exilés à fuir leur pays n'existent plus. Ces réfugiés ivoiriens sont encore environ 50 000 dans la sous-région. Et pour mettre un thème à cette édition, 3 semaines après avoir pris le pouvoir en Afghanistan, les talibans ont dévoilé leur nouveau gouvernement hier. Ils avaient promis un gouvernement inclusif. C'est loin d'être le cas. C'est la fin de cette messe de l'information pour le compte de la mi-journée de ce mercredi 8 septembre sur les ondes de la 102.3 Diaspora FM. Merci de l'avoir suivi. Mise en onde Emmanuel Agbo-Djelou, chef d'édition Albéric Dochamon, présentation Aristide Setti. Mais avant de partir, retenez cette citation de Samuel Johnson. Le mariage doit être un lien indissoluble d'une amitié éternelle. Nous vous souhaitons un bel après-midi en compagnie des programmes de la 102.3 Diaspora FM. N'oubliez surtout pas de vous laver les mains à l'eau et au savon. Et toute l'équipe de cette édition, Albéric Dechamon, Emmanuel Agbo-Djelou, Didier Guédou, Aristide Setti, toute la rédaction et tout le personnel de Diaspora FM souhaitent un joyeux anniversaire au coordonnateur général du groupe de presse
international ITV, Diaspora FM, Eden TV, monsieur Jérôme Danginou, qui souffle une bougie de plus aujourd'hui. Prospérité, longévité, richesse, tout le meilleur pour vous. Joyeux anniversaire, coordonnateur. On vous laisse sur ce morceau. La joie ne s'éclate que parmi les gens qui se sentent égaux. Mon frère, toi qui fêtes aujourd'hui ton anniversaire, réjouis-toi. Ahora.